On a souvent l'impression que la géologie, c'est une science compliquée, qui ne parle que de cailloux. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une véritable enquête policière où chaque paroi rocheuse est un chapitre d'une histoire qui n'attend que d'être lue. Quand on se trouve face à une falaise comme celle-ci, ce qu'on voit, ce ne sont pas juste des couches de roches empilées, non. Ce sont de véritables archives. Les archives d'anciens océans, de déserts balayés par les vents, bref, de mondes qui ont disparu depuis des millions d'années. Alors, la question c'est comment fait-on pour déchiffrer tout ça? Pour percer ces secrets, les sédimentologues, ils enfilent leur casquette de détective. Ils posent une série de questions très précises pour petit à petit reconstituer le passé. Allez, c'est parti. Plongeons au cœur de cette enquête. Comme n'importe quel bon détective qui arrive sur une scène de crime, le sédimentologue commence par des questions assez fondamentales pour comprendre le contexte général. Donc, la première chose, c'est d'observer. Est-ce qu'on voit bien des couches distinctes, ce qu'on appelle des bancs? Est-ce qu'elles sont bien plates ou au contraire, est-ce qu'elles sont inclinées? On regarde aussi la taille des grains, si elles changent d'une couche à l'autre. Et bien sûr, la question cruciale, est-ce qu'on voit des fossiles? Ce sont vraiment les premiers indices qui vont mettre l'enquête sur la bonne voie. Il faut savoir que la grande majorité des sédiments, après avoir été transportés, finissent leur course au fond de l'océan. C'est donc là que se trouve notre principale scène de crime. Comprendre la géographie de ces fonds marins, c'est absolument essentiel pour la suite de l'enquête. Pour bien visualiser cette scène de crime, il faut connaître sa structure. Un océan, en gros, ça se divise en 3 grands domaines. On a d'abord les marges continentales, qui sont près des côtes. Ensuite, les immenses plaines abyssales, le grand fond plat. Et enfin, au milieu de l'océan, les dorsales, ces grandes chaînes de montagnes volcaniques sous-marines. C'est le parcours type que suivent la plupart des sédiments. Et au niveau des marges, il y a une distinction capitale à faire. D'un côté, les marges actives, comme sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Là, les plaques tectoniques se rencontrent, ce qui crée des fosses très profondes et beaucoup de séismes. De l'autre côté, on a les marges passives, comme sur notre côte atlantique. Là, c'est beaucoup plus calme. La pente est douce, le plateau continental est large, et c'est un endroit parfait pour que les sédiments s'accumulent tranquillement. Ok, on a posé le décor, on a la scène du crime. Maintenant, il faut identifier les coupables. Quelles sont les forces qui ont transporté ces sédiments? Qui sont les agents responsables de leur déplacement? Alors, nos suspects principaux sont de 3 types. D'abord, on a les fluides. L'eau, bien sûr, avec les courants et les rivières, mais aussi l'air, le vent. Ensuite, on a les semi-solides, comme une coulée de boue, un mélange d'eau et de débris. Et enfin les solides, avec les énormes glaciers qui rabotent et transportent des quantités phénoménales de roches. Et ce qui est fascinant, c'est que la nature du transporteur change absolument tout. Prenez un grain de sable. Dans l'eau, qui est assez dense, il va surtout rouler sur le fond ou faire de petits bonds. C'est ce qu'on appelle la saltation. Mais dans l'air, qui est beaucoup moins dense, ce même grain de sable peut être projeté bien plus haut et voyager sur de plus longues distances. Et tout ça nous amène à une règle d'or en sédimentologie. C'est la combinaison de la vitesse et de la viscosité de l'agent qui va déterminer la forme du dépôt final. Un fluide rapide et peu visqueux, comme le vent, va créer des dunes de sable très bien triées. A l'inverse, une coulée de boue, qui est lente et très visqueuse, va simplement tout laisser en vrac dans un amoncellement chaotique. Bon, maintenant qu'on a la scène du crime et les suspects, il est temps de passer à l'analyse des preuves. Et là, on va vraiment zoomer, regarder les indices laissés par ces agents directement dans les couches de roches. Pour s'y retrouver, on peut classer toutes ces preuves en 3 grandes familles. On a d'abord les indices physiques, c'est-à-dire tout ce qui touche à la géométrie, à la structure des couches. Ensuite, les indices biologiques, les fossiles bien sûr, mais aussi les traces de vie. Et enfin, les indices chimiques, la composition minérale de la roche, qui est un peu comme son ADN. Alors, premier indice physique, regardez-moi ça. Des couches fines, parfaitement plates, parallèles. C'est la signature typique d'un environnement à très très faible énergie. On peut imaginer de fines particules de boue qui se déposent tout doucement au fond d'un lac ou d'un océan très calme, sans aucun courant. Et maintenant, changement de décor complet. Ici, les couches ne sont plus plates du tout. Elles sont inclinées, elles se croisent, c'est ce qu'on appelle une stratification oblique. Et ça, c'est la preuve fossilisée qu'il y avait un courant persistant, que ce soit un courant d'eau ou de vent, qui a fait migrer des dunes ou des rides de sable. Passons aux indices biologiques. Un fossile, ce n'est pas juste un animal ou une plante d'une autre époque. Son état de conservation est un indice en soi. Par exemple, si on trouve des coquilles parfaitement intactes, ça veut dire que le milieu était calme. Par contre, si elles sont toutes brisées et triées par taille, c'est le signe d'un environnement beaucoup plus agité, comme une plage battue par les vagues. Et on n'y pense pas toujours, mais même un simple trou dans la roche peut être un indice capital. Je parle bien sûr des terriers fossilisés. Des galeries simples, en forme de U, sont souvent l'œuvre d'organismes qui vivaient en eau peu profonde et filtraient l'eau. A l'inverse, des réseaux de galeries très complexes et ramifiés sont typiques d'animaux des grandes profondeurs qui fouillaient la vase pour trouver leur nourriture. Et enfin, la chimie, qui est un peu la police scientifique de la géologie. Prenons l'oxygène dans l'océan.
Sa concentration diminue avec la profondeur. En dessous de 200 mètres, il peut même disparaître complètement. Dans ces zones dites anoxiques, la matière organique ne se décompose pas, elle s'accumule, elle est préservée et elle pourra, des millions d'années plus tard, donner du pétrole. Un autre indice chimique majeur, la profondeur de compensation des carbonates, ou PCC. C'est une sorte de ligne invisible dans l'océan, vers 5400 mètres de profondeur. En dessous de cette ligne, l'eau est tellement agressive chimiquement que le carbonate de calcium, en gros le calcaire, se dissout. La conclusion est simple, si on trouve une roche calcaire, on sait avec certitude qu'elle n'a pas pu se former dans les plus grandes profondeurs de l'océan. Bon, on a nos indices physiques, biologiques, chimiques, on a toutes les pièces du puzzle. C'est le moment de vérité pour notre enquêteur géologue. On passe à la phase finale, l'assemblage de toutes ces informations pour reconstituer le paysage de l'époque. Alors, comment ça marche concrètement? Prenons un exemple. Le géologue observe des couches inclinées. Déduction, il y avait un courant. Il trouve des terriers en forme de U. Déduction, on était en eau peu profonde. Il analyse la chimie et trouve des cristaux de sel, signe d'évaporation. On met tout ça ensemble et la conclusion s'impose. Cette roche s'est formée dans une ancienne lagune ou un platier tidal, une sorte de marais salant. Et puis parfois, on tombe sur l'indice qui ne laisse aucune place au doute, la preuve irréfutable, le smoking gun de l'enquête. C'est le cas de cette structure qu'on appelle la stratification en arête de poisson. Ces couches obliques qui partent dans des directions opposées sont la preuve absolue de courants de marée, avec leur flux et leur reflux. C'est imparable. Et voilà comment, en combinant tous ces indices, la sédimentologie nous permet de faire quelque chose d'absolument incroyable. Passer d'un simple mur de pierre à la reconstitution complète et vivante d'un monde qui n'existe plus. C'est un véritable voyage dans le temps. L'histoire de notre planète est bel et bien écrite dans la pierre. Il suffit juste d'apprendre à la lire. La prochaine fois qu'on croisera une falaise ou un simple affleurement, on le regardera peut-être différemment, en se demandant quelle histoire oubliée pourrait bien s'y cacher.